Merci d'être resté avec nous pour Allo Docteur. La vue qui baisse, une gêne face à la lumière vive, une sensation de brouillard devant les yeux ou encore les couleurs qu'on ne voit plus comme avant. Autant de signes liés à la cataracte qui atteint plus d'une personne sur 5 à partir de 65 ans et près de 2 sur 3 après 85 ans. Seule solution, la chirurgie. Avec plus de 200 000 personnes qui se font opérer de la cataracte chaque année, cette intervention est la plus fréquente en France, toutes spécialités confondues. Alors avant de voir ça, un petit rappel anatomique. Vous connaissez par cœur maintenant l'œil de profil. Vous savez bien que l'extérieur est ici et la profondeur est là. Cette partie bombée que vous voyez ici, là, c'est la cornée qui protège notre œil. Au milieu en noir, vous savez bien, c'est la pupille qui permet à la lumière d'entrer dans l'œil. Tout autour, ce qui est coloré ici, c'est l'iris. J'enlève un peu, il y en a trop. À l'intérieur, le cristallin qui joue le rôle d'une lentille pour accommoder la vision de près ou de loin. Le cristallin, vous allez le voir tout de suite sur une animation qui va permettre de focaliser les rayons lumineux sur la partie centrale de la rétine comme sur un écran et qui projette l'image sur le fond de l'œil. Voilà. L'image, vous le voyez, est formée à l'envers, les couleurs sont un peu brouillées, mais grâce au nerf optique, eh bien, le cerveau va recevoir ces informations et tout rétablir. Quand la cataracte se développe, c'est le cristallin qui est atteint, il devient opaque en totalité ou sur une seule partie, il est comme déformé et la lumière parvient de manière atténuée sur la rétine. Sans traitement, la vue va diminuer progressivement jusqu'à la cécité parce que l'opacité va continuer à s'aggraver. Voilà, vous voyez en haut, c'était un œil normal et en bas, un œil atteint de cataracte. L'œil va prendre un aspect blanchâtre, vous voyez, comme sur cette photo. Alors, dans la plupart des cas, la cause, c'est le vieillissement naturel du cristallin, mais dans certains cas exceptionnels, la cause peut être congénitale et due alors à des anomalies génétiques. Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Damien Gatinel, qui dirige le service d'ophtalmologie de la Fondation Rothschild, c'est à Paris. Bonjour. Bonjour. Et on accueille Colette Sarrazin. Bonjour Colette. Sazarin. Oui. Non ? Oui, c'est pas grave. Oui, non, si, parce que c'est moins fréquent. Ça fait moins galette. Bonjour. Oui. Vous avez 61 ans. Oui. Mais vous avez en fait depuis votre enfance quand même des problèmes de vue. Oui, depuis l'âge de 14 ans. Vous avez 14 ans, oui. Vous étiez astigmate et hypermétrope. Astigmate, hypermétrope, et puis avec l'âge, presbyte. Et en plus, après, cataracte. Alors voilà, quand cette cataracte a commencé, vous étiez gêné en quoi Qu'est-ce que vous... Bien, je portais et lentilles et lunettes, de toute façon. Donc lentilles et lunettes. Lentilles, oui, bon, oui. Lunettes pour quand on se lève, oui. voilà. Pour vite. Voilà, exactement. Et mais j'ai porté des lunettes 14 ans, donc astigmate hypermétrope. Et après des lunettes multifocales, et après des lentilles multifocales pour puis voilà. Et avec ça, quand ça a commencé, donc ces signes, vous n'arriviez plus à bien lire avec vos lunettes, tout ça. Ah ben j'étais mal dans mes lunettes, pas assez bien dans mes lentilles, puisque je mettais en plus des lunettes loupes. Et vous passiez votre temps à nettoyer vos... Ah oui, alors là, à nettoyer les vitres. Et ça, c'est un truc assez classique. J'avais l'impression que les vitres de chez moi étaient devenues un petit peu opaques, bien que ça avait été rayé et tout ça. Et puis, un jour, je me suis dit, bon, je nettoie mes lentilles, je nettoie les lunettes et tout ça. Puis je me dis, non, arrête de frotter, il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout quand chez les autres, les vitres sont également opaques. Ah non, Donc, c'est là où je me suis dit, non, il y a quelque chose, c'est dans le double vitrage et tout. Puis je suis allée voir Madame Sterato, qui est mon ophtalmo, et je lui ai dit, là, ça va pas, il faut que je change de lunettes, faut revoir les lentilles. Et après l'examen, elle me dit non. C'est pas ça. Non. C'est le cristallin. Elle a attendu que je sois assise, tout ça, et puis elle m'a dit non, c'est la cataracte. Bon, ben alors là, on se liquéfie sur le fauteuil. C'est la cataracte. Ah oui, moi ça me faisait peur, je connaissais pas du tout ça. Et donc, elle m'a expliqué un petit peu. Elle me dit, je vous revois dans 3 mois, je vois que ça passe pas bien. L'info ne passe pas bien, on va revenir. On va s'arrêter là, Colette, pour voir un petit peu justement, parce qu'on en est au diagnostic avec vous. Comment se fait justement ce diagnostic de la cataracte? Alors, il se fait de deux manières. Recueillir les symptômes du patient, dont on vient de parler, baisse de vision, voile, impression de réduction simplement de la qualité de la vision, qui ne se corrige pas par des lunettes ni par des lentilles. Et l'ophtalmologiste va confirmer le diagnostic par un examen au cabinet, donc en quantifiant l'acuité visuelle qui est souvent réduite, et puis en regardant avec ce qu'on appelle la lampe à fente, qui est un microscope pour voir les yeux plus gros, l'opacification du cristallin,
qui est la petite lentille dont vous avez parlé sur l'animation et dont on peut, nous de visu, constater la réduction de la transparence. C'est unibilatéral? C'est souvent bilatéral au terme de d'un certain délai d'évolution, mais souvent, il n'est pas rare que les patients signalent que la vision a baissé d'un côté seulement. Une de mes amies est atteinte d'une cataracte à seulement 32 ans. Est-ce qu'elle risque d'évoluer plus ou moins vite que chez une personne âgée? C'est quoi d'abord les causes de la cataracte? On sait que chez les tout petits, parfois, il y a des cataractes congénitales, mais à 32 ans, ça peut être lié à quoi? Alors, chez quelqu'un de jeune, il faut rechercher une notion de traumatisme, un coup, même quelques années auparavant, une pathologie générale, le diabète, la prise de certaines thérapeutiques, comme les corticoïdes, certaines maladies générales obligent à prendre des corticoïdes. L'automédication parfois de certaines pommades qui contiennent aussi des corticoïdes peut donner une cataracte. Et l'évolution dans ce cas-là, c'est la même que chez quelqu'un de plus âgé? L'évolution n'est pas forcément plus rapide, mais si les personnes effectuent des activités type conduite, ils vont être peut-être un peu plus gênés que des gens un peu plus sédentaires et demander une réhabilitation visuelle plus rapide. Je vous laisse la suivante parce que je ne la comprends pas. Est-il raisonnable de devancer la nécessité de l'opération de la cataracte afin de corriger les effets d'une forte myopie? Alors c'est une bonne question parce que de plus en plus de patients... Vous avez compris? Oui. J'ai compris la question. Oui, j'ai compris parce que je suis myope et que c'était une question que je m'étais posée. Et que vous avez une cataracte? Non, justement. Mais les myopes sont plus intelligents souvent. Mais je vous rassure, je suis myope. Mais je suis plus myope que vous, c'est pour ça. Alors, donc... Alors, pour ce qui est de la myopie, on peut... par la cataracte, régler la correction de l'œil et corriger un défaut comme la myopie et aussi l'hypermétropie, c'était le cas de Madame on le verra parce qu'on met effectivement une lentille artificielle en fait. Exactement. Et c'est parfois pour nous une indication de devancer justement un peu la cataracte chez des gens de on va dire la cinquantaine, des gens qui sont déjà presbytes, qui ont une forte myopie qu'on ne peut pas corriger au laser. Et chez ces patients, on est enclin à proposer cette chirurgie qu'on appelle la chirurgie du cristallin clair, puisqu'il n'y a pas de cataracte, bien que chez les myopes forts, souvent, il y a une opalescence, une perte de transparence du cristallin qui survient plus tôt. Donc ça nous incite encore plus à faire ce geste. D'accord. Vous avez compris? Là. Je n'ai pas compris la réponse. Mais si. Je rigole. D'accord. On va parler peut-être de consultation préopératoire, Michel, avant de parler d'intervention, si vous le voulez bien. Il faut que je lance le sujet. C'est ça. Depuis 1 an, Bernard a la vue qui baisse à cause d'une cataracte. Avant l'opération prévue en janvier, il a rendez-vous avec le chirurgien qui va l'opérer, une consultation préopératoire fondamentale qui va permettre de s'assurer de la bonne santé des yeux du patient, mais surtout de prendre toutes les mesures nécessaires à la fabrication d'un cristallin artificiel qui sera adapté aux yeux de Bernard. Céline Morel et François Rochelle l'ont suivi. Des lunettes qui ne sont plus adaptées à sa vue et une cataracte qui s'aggrave au fil des jours, Bernard est de plus en plus gêné pour lire. C'est surtout le problème que c'est trouble un peu, c'est un peu brumeux, quoi, comme ça. Et puis c'est surtout quand je lis beaucoup et ça me gêne beaucoup parce que l'armoire, j'y vois, mais c'est pas vraiment net. Posez vos affaires sur les chaises et installez-vous dans le fauteuil au fond. Il va donc se faire opérer de la cataracte dans quelques semaines. Au programme aujourd'hui, toute une série d'examens ophtalmologiques pour déterminer les caractéristiques de l'implant qui remplacera son cristallin opacifié. Première étape, l'analyse de la structure de l'œil. Cet examen, qui s'appelle un biomicroscope, nous permet d'analyser toutes les structures de l'œil avec un système optique qui est une fente qui nous permet de traverser la cornée, qui est la partie transparente de l'œil, et d'accéder bien évidemment au cristallin qui nous intéresse aujourd'hui et de voir la transparence du cristallin. Donc on voit très bien chez ce patient qu'on a une diminution de la transparence et qu'on a une modification également de la couleur du cristallin. C'est cette diminution de la transparence du cristallin qui empêche Bernard de voir net. De plus, au cours de l'examen, l'ophtalmologiste repère une augmentation de la tension oculaire, autrement dit de la pression à l'intérieur de l'œil. Quand on est hypermétrope comme vous l'êtes, on a un œil qui est un tout petit peu petit. Et on sait que quand le cristallin se cataracte, il augmente de volume. Il prend donc dans votre un peu plus de place. Et à l'heure actuelle, on commence à avoir une tension qui commence à monter. Donc si vous voulez, dans votre cas, si on vous opère, on sera réfractif, ça veut dire que vous allez être plus confortable sans lunettes. On sera thérapeutique puisqu'on va vous enlever la cataracte qui est en train de se développer. Et en même temps, on fera diminuer la tension des yeux. Donc on aura 3 actions. Tout ça pour le même prix.
L'orthoptiste prend en charge la deuxième partie de la consultation. On va faire maintenant la mesure de la courbure cornéenne. Le parcours commence avec la biométrie de l'œil, une sorte de cartographie de la cornée. Donc on a fait la biométrie de l'œil, ce qui nous a permis de faire la mesure de la longueur axiale de l'œil et de la courbure cornéenne. Ces données-là propres au patient et propres à l'œil vont être rentrées dans des formules de calcul qui vont donner la puissance exacte de l'implant qu'il faudra mettre dans l'œil. Un laser est ensuite utilisé pour mesurer le niveau d'opacité du cristallin. L'image obtenue permet de constater l'évolution de la cataracte. Donc là, dans le cas de monsieur, on a une cataracte avancée parce que cette tache est très large. Si on avait un œil qui ne présentait pas d'opacité, on aura une tache toute petite. Les examens sont maintenant terminés. C'est l'ophtalmologiste qui se charge du bilan. Donc on a une rétine qui est tout à fait bonne, hein, qu'on a examinée. On a des conditions qui sont tout à fait optimales pour vous permettre d'avoir un très bon résultat sur le plan optique après l'intervention de la cataracte. Dans votre cas, je vous mettrai un implant particulier qui vous permettra de voir à la fois de loin et de près. C'est ce qu'on appelle les implants multifocaux. D'accord ? Donc vous serez sans lunettes le plus souvent. Ces implants multifocaux vont permettre à Bernard de se débarrasser à la fois de la cataracte, de la presbytie et de l'hypermétropie. Un confort qui a un coût, 300 € de plus pour les deux yeux par rapport aux implants standards. Alors François nous demande s'il y a des contre-indications à cette opération. Il y a des contre-indications, plutôt d'indications. Si les gens ne sont pas gênés et qu'on leur trouve une cataracte, on n'a pas d'urgence à les opérer, on ne meurt pas de la cataracte. Est-ce qu'il y a des maladies qui contre-indiquent Il n'y a pas de maladie qui contre-indique l'opération de la cataracte à partir du moment où les gens se plaignent et que la cataracte est la cause de leurs symptômes visuels. En revanche, on vient de parler des implants multifocaux, des implants qui permettent de corriger la vue de loin, de près, etc. On doit, chez les patients qui demandent ce type de correction, éliminer un certain nombre de conditions. Il faut que l'œil, indépendamment de la cataracte, n'ait pas d'autres pathologies. Colette. Oui. Nous sommes donc en juillet 2010. Oui. Vous voyez le monsieur avant l'opération. Oui. Comment s'est passée l'opération? L'opération par elle-même, très très bien. Hein. Très. Franchement. Vous avez opéré quel œil d'abord? Celui-là, le gauche. Ouais. Et pourquoi vous avez attendu pratiquement un an avant de vous décider à vous faire opérer? Vous aviez tellement peur? Ah oui, j'étais paralysée, franchement. Mais d'ailleurs, même avant l'opération, puisque le docteur Gatinel a été mon chirurgien, donc même avant l'opération, même avant même, la veille, j'étais... Et le médecin n'a pas su vous rassurer? Bon, alors, je pense que... c'est pas joli, ça. Non, le docteur Gatinel est tellement dans sa partie que... il est très technique. Vous voilà, non, allez, on arrête. Voilà, il n'est pas très humain. Pas très loquace, effectivement. Je vais quitter le plateau. Alors, c'est un peu le problème, c'est que parfois venir avec ses patients, c'est sympa, mais ça peut aussi vous casser une carrière, hein, je vous le dis. Mais la seule chose, c'est quand le carrosse part dans le bloc opératoire. Hein, le brancard, vous voulez dire? Oui, enfin la table d'opération, le si vous appelez carrosse ça un carrosse, opératoire. il y a peut-être des chevaux, je ne sais pas, mais normalement c'est un brancard, avec des infirmiers, des aides-soignants qui poussent, des brancardiers même. Voilà. Quand on rentre dans le bloc opératoire, la seule chose qu'on a envie de dire, enfin moi j'ai regardé ses yeux et je lui dis, j'ai peur. Pour se libérer d'un cœur trop serré. Quoi. On va répondre à cette question. J'ai 56 ans, je dois me faire opérer, j'ai peur de l'infection et de l'énucléation. Parce que j'ai souvent de petites infections au coin des yeux. Là, vous pouvez peut-être rassurer cette patiente. C'est quand on enlève l'œil. Hein? Oui, non, alors ça c'est exceptionnel. C'est un peu comme les gens qui ont peur du crash avant de prendre l'avion. C'est exceptionnel. L'infection, on a des statistiques. Vous connaissez Marina ou pas? C'est pas exceptionnel. Pas personnellement, mais. Faut jamais prendre l'avion avec elle. D'accord. Sinon, vous n'avez plus de bras, plus de peau, plus rien. Bon, on évitera. Donc alors, peur de l'infection et de l'énucléation. Alors, l'infection, la fréquence est faible. Les statistiques montrent que c'est aujourd'hui moins de 2 patients pour 1000 opérés qui présentent une infection. Et par ailleurs, l'infection ne conduit heureusement pas souvent à l'énucléation, car si l'infection est prise à temps, on a toutes les chances de récupérer il faut toujours expliquer aux patients après l'opération qu'ils devraient être attentifs dans les 4-5 jours qui suivent aux signes de l'infection que sont la rougeur de l'œil, une douleur, une baisse de vision, etc. etc. C'est très important. D'accord. Donc, Colette,
Revenons Oui. à notre, à notre Vous opération. souvenez de son prénom. Et oui, Colette, c'est avec le nom que j'avais plus de mal. Donc ça s'est bien passé l'intervention. Sarrazin. Sazarin. Sazarin. Oui, je sais, c'est pour voir. Ça s'est bien passé l'opération? Très très bien. Bon, c'est alors l'opération c'est angoissant. Hein. Aucune douleur. Aucune douleur Franchement, pendant l'opération? aucune douleur. Pression. Le bloc est un peu angoissant, hein, mais ça c'est comme toute opération. Oui, ça, puisque pour, en plus, le chirurgien n'y est pour rien. exactement, puisqu'on n'a pas d'anesthésie générale, donc on assiste à tout, hein, donc c'est ça qui est le. Mais Et pas mal pendant. Voilà, 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, mais sans douleur. On va regarder tout de suite l'intervention. On nous demande si on peut être opéré sous anesthésie générale. Non, aujourd'hui les anesthésies sont locales, tellement locales même qu'on ne met juste que des gouttes sur la surface de l'œil pour endormir les yeux, et on fait ça chez 90-95% des patients. Les enfants et les gens dont le comportement, les handicapés mentaux, etc., sont à même de poser des problèmes aux chirurgiens, peuvent justifier la réalisation d'une anesthésie générale. Mais en dehors des handicapés et des enfants, Il n'y a pas de raison. non. Alors, on va regarder ce sujet. On va voir qu'à 94 ans, l'acuité visuelle de Rose était réduite à 1/10 à chaque œil à cause d'une cataracte. Seule solution pour retrouver la vue, l'opération, donc, qui consiste à enlever le cristallin devenu opaque et à le remplacer par un implant. L'intervention a lieu donc sous anesthésie très locale et dure une vingtaine de minutes. Céline Morel, François Rochel ont suivi l'opération. Regardez. Soulevez un petit peu votre tête. Oui, je veux bien. À 94 ans, Rose a perdu la vue, mais pas sa bonne humeur. C'est parfait. Et pour cause, elle est opérée aujourd'hui de sa cataracte. Si l'opacification est importante, à ce moment-là, il y a une gêne dans la vision et une gêne dans les activités habituelles de ces patients. Donc ils ont du mal à regarder la télévision, par exemple, ils ont du mal à lire, et pour les plus jeunes, ils ne peuvent plus conduire. Donc on change le cristallin, on enlève le cristallin et on le remplace par ce qu'on appelle un cristallin artificiel. Une fois le champ opératoire installé, un écarteur permet de garder l'œil ouvert. Celui-ci a été préalablement anesthésié avec un collyre. Le chirurgien, grâce au microscope, réalise d'abord une micro-incision dans la cornée pour atteindre la capsule protégeant le cristallin. C'est par cette petite ouverture que le cristallin opaque va être aspiré. Et nous allons enlever ce cristallin grâce à une petite sonde. Cette petite sonde va délivrer des ultrasons. Et c'est grâce aux ultrasons qu'on va pouvoir morceler ce cristallin. On va à la fois l'aspirer et le morceler. Et on voit une très belle, ce qu'on appelle lueur pupillaire, c'est-à-dire la couleur du fond d'œil. Donc on ne le voyait pas au début parce que le cristallin était très opaque, mais maintenant on le voit très bien. Une fois le cristallin défectueux retiré, un produit visqueux est introduit dans l'enveloppe pour lui permettre de conserver son volume initial. Il ne reste alors plus qu'à mettre en place le cristallin artificiel. Habituellement blanc, l'implant utilisé aujourd'hui est jaune, une couleur censée protéger la rétine des rayons lumineux. C'est théorique, on n'a pas encore démontré si ça avait un véritable effet, on le saura peut-être dans 10 ou 15 ans, mais disons que la tendance est mettre des implants jaunes. Pour être introduit dans l'œil, le cristallin artificiel est placé dans un injecteur. On va positionner l'implant dans le sac, dans l'enveloppe. Il se déploie ensuite lentement, sous le contrôle du chirurgien. C'est grâce à ses pattes périphériques fléchées ici que l'implant va rester en position centrale dans l'enveloppe du cristallin. L'intervention est terminée, elle aura duré un peu plus de 20 minutes. Voilà, comment ça va? Comment ça s'est passé pour vous? Bien. Pour vous, bien, oui. Pour moi aussi. Bon, alors, on est content, hein? C'est le principal, hein. Dans quelques heures, Rose pourra rentrer chez elle et retirer dès le lendemain la coque de protection. En attendant, Rose est optimiste mais prudente. Oui, apparemment, ça s'est bien passé. Oui. Bien clair. Vous avez raison. Attendez le résultat demain. Rose reviendra dans 3 semaines pour être opérée de l'autre œil et retrouver ainsi le plaisir de la lecture. Alors, dans 3 semaines pour être opéré de l'autre œil, pourquoi on ne fait pas les deux en même temps? Eh bien, parce que le risque infectieux, même s'il est rare, nous pousse à laisser un petit délai qu'on peut quand même ramener à 1 semaine dans la plupart des cas. D'accord. Entre les 2 yeux. Vous avez récupéré au bout de combien de temps, Colette, une vue normale? De l'œil opéré, 4 heures. 4 heures à peu près. Après l'opération. Je voyais, après, je pouvais lire. Je pouvais lire, je pouvais voir, je voyais beaucoup plus net. Hein.
4 heures après, hein, c'est à peu près ce que l'on compte. 4 heures après l'opération, une fois les larmes éliminées, tout ça. Vous constatez que ça a marché 4 heures après. Voilà, quoi. disons, oui. Opéré depuis 3 semaines, le résultat n'est pas probant. Est-ce normal? Est-ce qu'il y a des résultats tardifs? C'est pas forcément vous qui l'avez opéré. Ne Qu'est-ce que vous avez pas. Mais non, mais parce qu'il a l'air inquiet. Il dit il y a des pièges dans cette émission. Je le comprends. Je suis inquiet pour cette patiente, puisqu'en général, la chirurgie donne de bons résultats. Immédiatement. C'est assez, bien sûr, immédiatement. Enfin, après un délai qu'on peut le plus souvent quantifier de l'ordre de 1 à 2 journées. Il peut y avoir un petit œdème de la cornée, il peut y avoir un peu d'astigmatisme, puis une petite déformation transitoire qui peut pénaliser la récupération visuelle immédiate, mais en général, au bout de 3 semaines, on doit avoir un résultat visuel. Donc on retourne voir le chirurgien. Donc il faut retourner voir son chirurgien. Opéré le 16 novembre de l'œil gauche, je dois faire l'autre œil en janvier, je suis paniqué car j'ai eu mal pendant l'intervention. C'est pas normal d'avoir mal pendant l'opération. Non, ça c'est pas normal. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait recours aujourd'hui à des anesthésies par goutte, mais chez certains patients, on peut compléter l'anesthésie par goutte par une petite injection de produits anesthésiants à côté de l'œil, afin de limiter les douleurs, ou injecter même dans l'œil ces mêmes produits anesthésiants. Donc il faut que la patiente se rassure et qu'elle retourne voir son chirurgien. On fera une petite anesthésie supplémentaire chez elle. J'ai été opérée de la cataracte, dois-je prendre des précautions particulières? Beaucoup de patients me demandent s'ils peuvent prendre l'avion, s'ils peuvent pratiquer certains sports, etc. Alors il faut savoir que la cataracte du XXIe siècle, d'aujourd'hui, n'est plus tout à fait la même qu'il y a encore 1 ou 2 décennies. Aujourd'hui, la récupération est rapide. Il y a des gens qui travaillent au bout de 2-3 jours après la chirurgie. On demandera surtout aux patients d'être attentifs aux signes précoces d'une infection, puisque c'est la complication peut-être la seule qui est vraiment grave aujourd'hui. Une fois passé le délai des 4-5 jours, on peut reprendre une vie normale, retravailler. Il y a un traitement d'environ 3 semaines qui consiste à instiller des collyres dans les yeux. Mais il y a des précautions, je dirais, d'usage après toute intervention, bien sûr, respecter son traitement, ne pas toucher ses yeux avec des mains sales, etc. Vous pouvez être plus gêné, par exemple, par le soleil après une intervention, devoir porter des lunettes de soleil ou Les implants comportent des filtres à ultraviolets et on a vu même qu'il y avait des implants jaunes qui filtraient une partie de la lumière bleue. Donc les lunettes de soleil ne sont pas forcément recommandées. Encore une fois, c'est de ne pas oublier de mettre ses gouttes, qui est important, et puis de revenir au contrôle, qui en général a lieu le lendemain ou le surlendemain, parfois 1 semaine ou 10 jours après, et 1 mois plus tard. Quand on a vu dans le reportage qu'on détruisait le cristallin aux ultrasons et qu'on aspirait, on peut se demander s'il n'y a pas des petits morceaux qui restent par inadvertance comme ça à l'intérieur. C'est peut-être ce qui arrive. Depuis mon opération de la cataracte, j'ai sans arrêt une espèce de mouche noire, ce qui est très désagréable. Est-ce normal? Est-ce qu'on peut oublier un petit morceau de cristallin? Ça peut arriver, c'est d'ailleurs pas forcément de la faute du chirurgien, il y a parfois des fragments de cristallin très adhérents qui sont difficiles à retirer, mais c'est rare et c'est pas forcément très gênant. Ça n'explique pas les symptômes de la mouche noire. La mouche noire, c'est très probablement ce qu'on appelle un décollement du vitré, pas de la rétine, du vitré. Le vitré, c'est ce qui est contre la rétine qui va tirer du coup sur la rétine. Exactement, qui tire sur la rétine et qui se condense. Et en se condensant, il forme une sorte de petite paillette que les gens voient après comme une ombre chinoise qui flotte devant les yeux. Et c'est pas rare. Il n'est pas rare d'observer ce genre de symptômes après la chirurgie de la cataracte, mais ça peut venir aussi spontanément vers la 60aine ou plutôt chez les myopes. Et si c'est après la chirurgie de la cataracte, on fait quoi? On fait un petit peu de laser ou pas? Non. Alors, la petite tache noire qui flotte ne se traite pas malheureusement. C'est un corps flottant du vitré et il faut vivre avec. Mais après chirurgie de la cataracte, on peut observer ce qu'on appelle les cataractes secondaires. C'est-à-dire que dans la chirurgie de la cataracte, on ne retire en fait pas tout le cristallin, mais tout sauf l'enveloppe du cristallin. C'est dans cette enveloppe qu'on glisse l'implant. L'enveloppe est transparente, même dans les formes avancées de cataracte. Malheureusement, après la chirurgie, il arrive parfois que cette enveloppe s'opacifie et le patient ressent les symptômes de la cataracte à nouveau. Donc là, on fait du laser. Ça s'appelle une capsulotomie au laser YAG et ça se pratique en ambulatoire. Merci à tous les deux.